vais demander à Mathieu Rouillard de nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc Mathieu est le président directeur général de la SCOP Morée-Tempé-Alsace. Je vais te présenter juste après. Je vais demander également à Olivier Sauvageau de nous rejoindre, qui est le DRH France de André-Sauser. Je vais demander également à Julien de nous rejoindre. Julien Brézin, s'il vous plaît, qui est le directeur général de Great Place to Work, et de Marc Sarvatka de nous rejoindre. Merci. Donc, le président et fondateur de Proévolution. Donc, je vais présenter chacun de nos intervenants. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints. Donc Mathieu, tu as rejoint, tu as rejoint à l'époque l'entreprise qui s'appelait Morer-Tempé, SAS, en 2015 en tant que directeur commercial et marketing. Et puis en avril 2019, l'entreprise a connu quelques difficultés et tu as été l'un des porteurs du projet de reprise de l'entreprise alsacienne et de sa bascule sous forme de SCOP. Donc la SCOP qui est devenue Morer-Tempé Alsace. On aura l'occasion aussi de revenir sur le mot Alsace qui est aussi important quand on a discuté ensemble sur ce cheminement. Et donc depuis cette date, tu en es le président directeur général. Et en parallèle, tu as aussi des fonctions au sein de l'Union régionale des SCOP du Grand Est, au sein de l'industrie et de la Fédération des charcuteries traiteurs. Et puis tu es membre de la CIM depuis la création, depuis 2019. D'accord. Donc, et puis dans l'entreprise, transformer une entreprise centenaire ou quasi centenaire, qui date de 1876, et puis initier une démarche RSE. Et puis on en a beaucoup échangé aussi. Ce sera sans doute la thématique ou le guideline tout au cours de cette table ronde. C'est finalement comment dans une scope on invente ou on pilote au quotidien un modèle de gouvernance, une capacité à entraîner les gens avec qui on travaille, qui sont à la fois les collaborateurs de l'entreprise, mais également son patron. Donc il faut être poli avec son patron tout en étant exigeant et bienveillant avec ses collaborateurs. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Julien Brézin, bonjour. Directeur général de Great Place to Work France. Donc Julien travaille beaucoup dans la partie motivation et la partie engagement des collaborateurs. On va dire que c'est un peu les 5 étoiles Google, mais non pas l'expérience client, mais plutôt l'expérience collaborateur. Et ça n'a qu'un intérêt, c'est de finalement savoir comment on arrive à mobiliser les équipes et comment on déclenche et comment on augmente la motivation et l'implication des uns et des autres dans la croissance, dans le succès de nos organisations, qu'elles soient entreprises ou qu'elles soient associatives ou organismes publics. Vous avez deux grandes thématiques. La première, c'est l'expérience collaborateur, et puis finalement la projection des pratiques managériales. Et pour voir le but du jeu étant de faire le lien entre l'un et l'autre pour avoir un alignement des planètes, entre guillemets. Okay. Marc, donc acteur bien connu de la place mulhousienne, président et fondateur de Proévolution, membre de la CIM aussi depuis pas mal de temps. Donc l'objectif de Proévolution et de Marc au quotidien, c'est d'avoir l'humain au cœur de l'ensemble. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est le processus qui doit s'adapter à l'humain ou l'humain qui s'adapte au processus? Je pense que tu as choisi ton camp. Et donc on est typiquement dans l'incarnation des cabinets RH. Ça fait une grosse vingtaine d'années maintenant que tu pratiques à la fois sur le commerce et sur les ressources humaines, avec finalement plusieurs défis. Celui d'accompagner des entreprises dans leur gestion RH dans un cycle étendu, et puis à l'inverse d'accompagner des salariés, mais des non-salariés, et voire des futurs salariés. On rejoint un petit peu ce que je disais avant, pour faire en sorte que les deux matchent entre une culture d'entreprise, une volonté d'entreprise, et puis les aspirations individuelles des uns et des autres. Et puis Olivier Sauvageau, directeur des ressources humaines de André-Sauser France. Donc André-Sauser France, pour placer, c'est une entreprise familiale qui existe depuis aussi 70 ans et qui même chose, qui cherche aussi à s'implanter et à travailler dans ces écosystèmes, là où ils s'implantent, les écosystèmes locaux, dynamiques. Et puis Olivier a rejoint l'entreprise il y a 17 ans.
Et puis gère la partie RH et la partie RSE. Et donc c'est intéressant d'avoir le lien entre les deux, puisque on en parlait tout à l'heure, finalement, le sens est important et la capacité de mobiliser sur du sens autrement que sur des paroles, mais bien en ayant finalement une finalité avec des actes qui permet comme ça de développer et de placer la stratégie de l'entreprise. Endress c'est à peu près 300 personnes aujourd'hui. Hein, et puis aussi un sujet qui tient à cœur à Olivier, c'est qu'on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que l'industrie c'est noble. On est plusieurs aussi autour de la table à être des industriels et à être fiers quand on parle de nos industries. Et ça fait aussi partie de nos métiers d'expliquer aux jeunes générations qu'on on peut s'éclater dans l'industrie et que c'est pas une punition, loin de là, et qu'on a des moments, d'aventure humaine qui sont extraordinaires dans l'industrie. Hein, donc, on a entendu juste avant nous le professeur Ledo là, nous parler des ressorts, des ressorts cérébraux. Alors moi j'ai beaucoup aimé le comparatif entre la temporalité, entre le désir et le plaisir. J'en parlerai dans d'autres sphères plus personnelles. On a parlé de résilience, on a parlé d'adaptation aussi beaucoup. On a vu aussi ce matin que notre monde n'est plus le même, hein, qu'on passe d'une logique de planification à une logique d'adaptation. Et ça, pour le coup, une fois qu'on l'a dit, c'est bien, mais on sait qu'on a des collaborateurs et des collaboratrices qui vont être stupéfaits dans un premier temps, puis après, chacun va aller avec son propre rythme, chacun va digérer cette nouvelle donne-là, et bien charge à nous. J'en parlais en préambule tout à l'heure, il n'y a pas d'hommes et de femmes providentiels qui tirent tout d'un coup, d'un seul, et qui a la science infuse. C'est l'ensemble de nos organisations sont le fruit d'expérience et de mobilisation humaine d'un service de l'entreprise, puis après, on en parlait ce matin, de l'entreprise étendue. Finalement, on passe d'une certaine opulence et d'une certaine facilité. C'était de la ressource humaine. On a vécu des crises successives qui faisaient qu'en tant qu'entrepreneur, c'était assez facile de trouver de la ressource humaine parce qu'on avait pas mal de gens occupés. La matière première était accessible, l'énergie était accessible, à une situation où maintenant il faut être de plus en plus vigilant. Et puis j'aurais presque tendance à ajouter aussi, maintenant, je parlais d'énergie, de ressources humaines, mais on a aussi même l'information. On le voit, on en parlait aussi, on parlait des systèmes d'information, mais on peut aussi mettre dans la fake news. Et donc comment on gère aussi cette capacité finalement, ou cette volatilité-là aussi sur nos informations au quotidien qui, si elle n'est pas fake, peut être vraie à jour J et différente au jour J+1. Donc ça devient vraiment un challenge de tous les instants. Donc une fois qu'on a posé ce cadre-là, j'ai envie de vous demander à chacun finalement comment vous, à titre personnel, puis aussi dans vos organisations ou dans vos modes de fonctionnement au quotidien, comment vous percevez ces bouleversements, comment réagissent les salariés ou les gens avec qui vous êtes en contact par rapport à ces variations très très brutales et très très soudaines. Alors je ne sais pas qui veut ouvrir le bal. La parole est à la défense. Par rapport. Tu appuies sur le. Voilà, faut que tu mettes sur le on. Hop, pardon. Tac. Bon, on voit qu'en termes de compétences, je peux progresser, mais les bouleversements au niveau de Montréal Tempé, on connaît, hein, puisque l'entreprise était en difficulté pendant longtemps. On a transformé l'entreprise sous forme de scope en avril 2019. En sachant que quasiment le 1er avril, on a déjà eu une crise du port qui était montée à un niveau historique. En 2020, on a eu le Covid. En 2021, on a eu le Covid, plus les répercussions sur le marché mondial, entre autres sur les consommables. Puis en 2022, la guerre en Ukraine, avec tout ce que ça peut engendrer également sur les cours des matières. Donc les bouleversements, en tout cas, on les a pris en pleine figure. Alors c'est surtout comment on a réagi en interne pour que ça soit le moins anxiogène possible. On a joué déjà à la transparence. La transparence, on a intensifié la communication, tout en sachant tous les salariés sont associés, donc on échange de façon directe. Donc je ne sais plus qui parlait de réunions. Nous, on fait assez peu de réunions. Hein, donc on a une vraie proximité entre nous, ce qui fait qu'on pouvait ensemble
échanger sur les enjeux qui étaient face à nous, enfin la conjoncture, les conjonctures successives qui étaient difficiles, et puis de réagir ensemble, chacun à son niveau, et en se concentrant sur l'évolution et l'amélioration de la scope. Voilà. Quand on ne maîtrise pas un cours du port, ce qu'on doit faire, c'est surtout voir comment nous, en interne, on peut améliorer les choses. Donc voilà, on s'est concentré là-dessus, donc avec des échanges directs, avec davantage de communication et une agilité à faire évoluer le mode de fonctionnement. Puisque comme on était une entreprise en difficulté avant 2019, c'est qu'il y avait bien des choses qui n'allaient pas dans l'entreprise, hein, hormis en dehors des choix, on va dire, stratégiques et de direction. Et donc on a vraiment emmené tout le monde vers la modification de l'entreprise et on continue encore aujourd'hui dans une démarche d'amélioration continue. C'est une amélioration de tous les jours. Je ne sais pas si la réponse convient. On verra avec les questions tout à l'heure. Bon, si je peux la compléter. Oui, donc moi je suis plutôt, enfin André Sauder en tout cas est plutôt dans le monde industriel, donc dans le B2B, où nous, nos clients sont les industriels de différents secteurs et ces bouleversements, on les connaît aussi depuis un moment. Je pense qu'ils ont surtout, ça a été catalysé par des effets comme le Covid ou par le climat, mais on en parle depuis, ce sont des sujets qu'on en parle depuis longtemps. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est arrêter de toujours se plaindre, comme le bon français, les vieux stéréotypes, et de se dire, au lieu de se poser la question du comment, on se pose la question du pourquoi. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est, nous en tout cas en tant qu'entreprise, c'est de garder la cohérence de nos valeurs, expliquer aux gens, je pense communiquer c'est fondamental. Alors communiquer c'est aussi un sacré mot fourre-tout, mais je pense que oui, cette dose d'information, comme M. Ledo le citait, arriver à faire adhérer les gens, surtout qu'ils comprennent, je pense que c'est fondamental dans ce monde-là, pour continuer à avancer. Oui, alors Proévolution intervient sur le cycle de vie du capital humain. Alors, le cycle de vie du capital humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a deux parties prenantes qui sont essentielles à notre fonctionnement. Hein. C'est à la fois les entreprises et les organisations de manière générale, mais aussi et surtout les candidates et les candidats, donc l'humain. Alors, la candidate vit un cycle qui va être d'abord de l'ordre de l'acquisition, donc elle va rentrer dans un processus de recrutement. Ce processus de recrutement se faisant, on va accompagner et l'entreprise et les candidats à grandir dans des environnements qui sont changeants, on l'a vu, hein. Je ne vais pas reparler de l'acronyme VUCA, mais ce monde volatile, complexe, incertain et ambigu, pour parfois subir ou vivre des réorganisations que sont des licenciements. Et tout ça dans un environnement qui doit être quand même profitable pour une entreprise de service, mais qui mette aussi du sens, qui mette du sens pour les collaborateurs, les collaboratrices, mais qui mette du sens aussi pour nos équipes. Et là, au travers de la présentation de Pierre-Marie, vous avez bien vu qu'on est dans un métier où on se nourrit, nous, en permanence, des relations avec les candidats, avec les entreprises, et on grandit aussi, j'ai envie de dire, on grandit avec elles. Donc la question du sens, elle est juste fondamentale. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est illisible, ou en tout cas où on a du mal à y retrouver ses petits, on doit gérer aussi le rapport au travail qui a complètement changé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Julien. Donc, notre job, nous, chez Great Place to Work, c'est un peu spécial. C'est que nous, on est un peu un observatoire. On regarde un peu de loin le monde de l'entreprise en interrogeant vos collaborateurs et vos collaboratrices. En 10 ans, ce qui nous a frappé comme grande évolution, j'en mettrai deux en priorité. Le premier élément, et vous l'avez tous les deux mentionné, c'est cette dimension de communication. Il y a une attente de nos collaborateurs et de nos collaboratrices et de vos collaborateurs et collaboratrices, et une évolution hyper positive, honnêtement, de la qualité de cette communication descendante, ascendante. Est-ce que c'est les outils? Est-ce que c'est Teams? Est-ce que c'est Slack? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je n'ai pas la solution, enfin, je n'ai pas la raison, mais en tous les cas, ça a beaucoup progressé. Et puis il y en a une deuxième, qui est une forme
forte aussi d'évolution sur l'équilibre des temps de vie. Et qu'on a vu énormément progresser sur les 10 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, faire ce que monsieur nous a montré tout à l'heure avec les cerveaux, c'est-à-dire le cerveau qui reçoit de l'information, le cerveau qui digère l'information. Et en fait, on a besoin de cet équilibre. Je pense que c'est physiologique, visiblement. Et donc, chacun et chacune de vos collaborateurs et de vos collaboratrices, il y a un moment où le citron ne doit pas être pressé jusqu'au bout, parce que sinon il explose. Et donc, il faut trouver des moments où il va refaire un peu de chair. Voilà, nous, ce qu'on voit comme grosse tendance, alors j'en aurai d'autres à vous partager un peu après, mais en tous les cas, ça, c'est deux grandes tendances qui nous paraissent super importantes de s'interroger. Parce que si vos organisations n'ont pas bougé là-dessus, et que tout le monde autour a bougé, le recrutement, enfin, ce dont tu parlais juste à l'instant, va se rendre un petit peu plus complexe. Merci. Vous êtes deux à avoir... on a parlé de communication. Vous êtes deux aussi à avoir signalé pour l'un la partie mission, pour l'autre la partie sens. Finalement, ça s'articule assez bien. Finalement, est-ce que la mission de l'entreprise, c'est pas déjà la première brique ou le premier facteur clé qui permet de mobiliser les collaborateurs? J'aime bien aussi parler par expression. Peter Drucker, c'est un consultant américain qui disait la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et je pense que de là, on peut en sortir plein d'analogies et plein de comparaisons. Moi, je pense que c'est juste la mission de l'entreprise et ses valeurs fondamentales sont l'essentiel. Je pense que c'est la base de la pyramide. Et t'as beau amener n'importe quelle stratégie. Ah oui, demain, va falloir faire du RSE. Ah oui, demain, va falloir qu'on mette en place telle ou telle chose. Si les dirigeants, dans un premier temps, ne vivent pas la culture, et le vivre, c'est pas des paroles, c'est pas des beaux sites internet, c'est pas des PowerPoint, c'est des actions du quotidien, des petits gestes qui peuvent faire en sorte que ça va fonctionner. Alors à ce moment-là, oui, je pense que c'est la base qui permet après de crédibiliser en fait ces actions et surtout d'avoir de la cohérence pour encore une fois que les gens ils y adhèrent. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et typiquement, pour donner l'exemple de l'entreprise, donc moi je suis dans une entreprise qui a presque 300 personnes, on est presque assez grand pour avoir toutes les contraintes légales et administratives françaises, mais on est aussi des fois assez grand pour avoir les moyens. Quoi qu'il en soit, n'attendons pas d'avoir les contraintes administratives pour le faire. Typiquement, la politique RSE, nous, ça fait 25 ans qu'on a quelque chose en place. Que ça se nomme maintenant RSE, on a eu comme réaction de se dire oh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mince, on va nous obliger à quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Mais déjà, donc, si tu as ça dans ta culture et que tu le transparais dès le départ, c'est quelque chose qui devient de façon assez naturelle. Et les gens forcément y adhèrent parce que tu as des processus de recrutement qui sont en adéquation avec effectivement ta culture et tes valeurs. Tu as des managers que tu essayes d'avoir diversifiés, mais aussi à l'image de la culture et des valeurs. Et ce sera beaucoup plus facile après pour apporter le message. Et puis les gens sont plus réactifs ou plus sensibles sur le fait que c'est déjà quelque chose qui existe. Et comme tu le disais, c'est pas la contrainte qui crée l'action, mais c'est finalement... On a déjà la caisse à outils, il suffit juste de la réorganiser pour que ça rentre dans la case normative et ou administrative finalement. Ouais. Donc là, en termes de confiance vis-à-vis des salariés, on est plus installé parce que c'est, comme tu le disais, on n'est pas simplement dans la parole. On avait déjà mis en place un certain nombre d'actions ou d'actes déjà fondamentaux qui permettent finalement d'être dans une sorte de continuité et juste d'emballer la chose de manière différente pour coller aux demandes. Ça marche. Juste un point. La mission, ça ne fait pas tout. Hein. Nous, on disait, notre job, c'est d'évaluer l'expérience collaborateur. Chaque année, on fait un gros sondage en France sur 5000 salariés français. 5000, c'est énorme en termes de sondage. Hein. Un sondage politique, c'est 900 000 personnes. Donc c'est hyper robuste. À votre avis, aujourd'hui, les deux fonctions, ou les deux entités, les deux secteurs d'activité qui ont les plus mauvais résultats en termes de qualité d'expérience collaborateur. Ces deux fonctions qui ont une énorme mission. Le premier, c'est les profs. Le deuxième, c'est le milieu médico-social. C'est deux métiers du CARE et c'est deux métiers dans lesquels il y a vraiment une mission canon. Donc évidemment, la mission, elle est canon, elle est super importante. Maintenant, il y a toute une structure qui doit la faire vivre. Et j'insiste sur ce que tu disais. L'exemplarité, la culture managériale, tout ce qui va permettre la mission de se faire. Il ne s'agit pas que de planter des arbres. Il s'agit aussi que lorsque je plante des arbres, je trouve du sens au fait de planter des arbres. Enfin, il faut le rôle du manager, c'est pas pour lui remettre
le singe sur les épaules, mais le rôle du manager, il est clé, et on le voit, ou de l'organisation, il est vraiment clé, quoi. Mathieu, peut-être un commentaire complément? Notre niveau, ça passe par la structure et l'organisation. On vient d'un environnement qui est la charcuterie. Alors, je vais faire un parallèle. On est en Coupe du Monde de rugby. Donc, dans le rugby, il y a viril mais correct. La charcuterie, bon, le côté correct, parfois on oubliait du point de vue managérial. Et donc, il y avait des repères très hiérarchiques. Donc, donc là, on est vraiment en apprentissage où alors déjà, on a beaucoup moins de strates qu'on en avait par le passé. En tout cas, on impulse le fait de travailler en transversal. Et c'est pas facile parce qu'il y a toujours des vieux réflexes. De passer par la hiérarchie plutôt qu'aller échanger avec le petit collègue et trouver un terrain d'entente. C'est plus facile de passer par le manager. Donc il y a des vraies évolutions sur lesquelles on est en train de travailler et sur lesquelles on note des améliorations. Et puis après, il y a la formation, hein, parce que le management dans la charcuterie, c'était presque à l'ancienneté. Donc il pouvait y avoir une expertise technique, mais en aucun cas des compétences managériales. Donc depuis maintenant un peu plus d'1 an, on a mis en place de la formation où tous les managers de l'entreprise passent dans ces modules avec des thématiques bien spécifiques. Donc c'est au fil de l'eau, hein, c'est 1 fois par mois et où on mélange manager de production avec un DAF par exemple, hein, des générations différentes. Il y a eu une formation cette semaine où il y a eu des échanges assez nourris entre différentes générations où ils n'avaient pas du tout le même point de vue, rien que sur le fait de dire bonjour le matin. Certains ils considèrent que dire bonjour, je passe à côté de toi, c'est pas nécessaire, alors que les anciennes générations, par contre, ils lâchent pas l'affaire sur ce type de sujet. Donc voilà, c'est de mettre en place, en tout cas, on parlait de communication au démarrage, c'est de mettre en place une organisation permettant d'apprendre à se connaître, d'avoir une démarche vraiment, vraiment simplifiée, avec moins de strates, avec plus de coordination et en supprimant on va dire les cloisonnements, c'est-à-dire de quasiment gommer les luttes de chapelle qu'on peut avoir. C'est mon périmètre, donc c'est moi qui ai raison, donc viens pas jouer chez moi. Ça n'existe quasiment plus chez nous. Alors, par contre, il faut vraiment être vigilant, mais il y a une vraie impulsion et en tout cas, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Alors, entre salariés, salariés associés, hein, puisqu'on a quand même une spécificité, hein, mais je pense que c'est aussi possible ailleurs. Et en tout cas, ça marche. Alors moi, je compléterais, en fait, on parle de vision, on parle de valeurs. Moi, je pense que ma conviction, en tout cas mon intime conviction, c'est qu'elle doit être incarnée d'abord par le dirigeant. Alors, je vais vous donner mon parcours. Moi, je viens du monde du sport, donc j'ai aucun parcours académique. Aucun, vraiment. Par contre, ce que j'ai appris dans le sport, c'est qu'il faut être complémentaire. Il faut avoir, si on prend le rugby, il faut avoir des premières lignes, deuxième ligne, il faut des ailiers. Si on est dans le foot, il faut des avant-centres, des milieux de terrain et des défenseurs. Et quand je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai bâti toute la stratégie de pro-évolution par la diversité. Et la diversité, c'est à la fois la diversité de culture, c'est les visions qu'on peut avoir du monde, parce que je partais du principe de là où je viens, du quartier des Coteaux à Mulhouse, que cette diversité m'a aidé à grandir. Et donc, vous pouvez afficher toutes les valeurs, mais si à un moment vous avez un décalage de valeurs entre ce que je suis moi en dirigeant et ce que j'affiche, et je peux vous dire, moi j'en vois dans les entreprises, hein, et dans les grosses, dans les petites, vous mobilisez pas les salariés, c'est pas vrai. Donc, premier critère, c'est d'incarner ce que l'on dit avec ce que l'on fait. Et de donner envie. On parlait de l'envie avant avec Pierre-Marie. Bah oui, c'est de donner envie. Et donner envie, c'est déjà de susciter cet élan chez l'ensemble des salariés. Et après, laisser faire, il y a la confiance. Moi, j'ai envie de dire que c'est une question que je pose, moi, en formation. J'interviens dans une entreprise qui fait de la formation management. Je leur dis, est-ce que la confiance, elle se donne ou elle se gagne? C'est intéressant, ça, comme question, non?
Alors c'est très mitigé et c'est intergénérationnel. Et ceux qui ont dû, vous savez, qui étaient au labeur, qui ont dû faire de grosses études, ah non, elle se gagne. Parce que pour réussir, il faut en baver. Et d'autres qui se disent, bah non, elle se donne parce que je mets en place les conditions d'une bonne collaboration. Donc en tant que dirigeant, les questions qu'on a à se poser, c'est est-ce que j'incarne effectivement la mobilisation de mon entreprise et sa raison d'être? Vous avez pris chacun plusieurs exemples les uns les autres là. Moi, j'ai quand même une question qui me taraude, et en particulier, alors, j'allais dire, j'en ai une pour chacun d'entre vous, parce qu'on a préparé cette partie-là. Pour Mathieu, finalement, qu'est-ce qui conduit à choisir un modèle de scope plutôt qu'un modèle supra-conventionnel juridique, j'entends? Et puis après, derrière, je passerai aux autres. Donc, tu peux nous éclairer un petit peu sur finalement quelle est la genèse de ce passage en scope, et puis comment derrière, finalement, t'embarques tout le monde, parce que là, pour le coup, il faut convaincre un à un les gens qui viennent avec vous. Alors, je vais faire un peu d'humour. Personne ne voulait se positionner sur la reprise de l'entreprise. Donc seuls les salariés croyaient au projet de l'entreprise. C'était le seul choix possible. La question c'est comment fédérer des salariés pour devenir associés. Alors, la SCOP, c'est un peu comme une culture d'entreprise. Culture d'entreprise, vous avez beau l'écrire, culture d'entreprise, c'est le fruit des hommes et des femmes qui sont dans la structure, qui font qu'il va y avoir un état d'esprit, une approche bien spécifique. Donc nous, on a appris au fur et à mesure à être en scope. Et un des éléments aussi qui a motivé les ex-salariés, c'est qu'ils ont subi, on va dire, tous de leur côté, 20 ans de difficultés, où globalement, ils n'avaient pas leur mot à dire. Donc ils ont subi des décisions qui ont été prises, où ils étaient passifs. Là, aujourd'hui, ils ont validé une vision d'entreprise, ils ont validé une stratégie d'entreprise, on valide ensemble les grandes décisions, puisqu'on est une femme, un homme égale une voix, hein, peu importe le poste hiérarchique dans l'entreprise. Donc au niveau de la SCOP, voilà, on a libéré les initiatives pour justement se développer. Je le dis toujours, en 2018, je ne connaissais pas les scopes. Voilà. Il faut donc je ne vais pas raconter une belle histoire. Alors je l'ai fait à la convention des scopes, ça les a fait un peu rigoler, mais parce que je l'ai fait en leur disant que j'étais le seul à ne pas connaître les scopes. Je ne connaissais pas les scopes. Pour l'anecdote, j'ai appelé une personne qui s'occupe d'une association des repreneurs d'entreprises en Alsace. Et pendant 20 minutes, il m'a parlé des scopes. Et je me suis dit, alors soit le challenge est tellement important qu'il n'y a vraiment personne qui veut se positionner, soit vraiment il croit que c'est le modèle. Et à partir de ce moment-là, on comprend, on creuse pour voir quel est le modèle. Mais le gros avantage, c'est que vous prenez des décisions pour votre avenir. Et on est, et salarié et actionnaire. Donc on ne peut pas nous obliger à faire quoi que ce soit. Et on est dans une vision long terme. C'est-à-dire presque comme une approche familiale. Ça veut dire que pour les générations futures. Aujourd'hui, je suis le PDG de l'entreprise. J'ai aucune obligation. On va dire personne ne va me couper la tête si il manque 100 000 € de bénéfices à la fin de l'année. Personne ne va me demander de couper la masse salariale pour atteindre l'objectif. Donc on est vraiment dans une démarche de long terme pour derrière pouvoir confier la scope à des baby scopistes, je ne sais pas comment on peut les appeler, quoi. Donc voilà, et je pense que il y a des points de similitude par rapport à la gestion d'une famille, une entreprise familiale. Voilà. Après, si vous voulez me poser des questions sur les scopes, n'hésitez pas à venir me voir. Okay. Ça sera un scoop, ouais, joli. Olivier,
tu parlais de démarche RSE et il y avait un point marquant où tu disais que vous étiez presque suffisamment gros pour avoir toutes les obligations, mais pas tout à fait encore charpenté pour avoir les moyens d'eux. On avait échangé ensemble. Tu disais que finalement, une des clés aussi dans votre entreprise, c'est de s'alimenter en compétences. Moi, j'avais retenu que finalement, vous aviez réussi aussi à dépasser le simple stade de votre entreprise, à vous. Et donc de former, de créer une école de formation en prenant le risque, entre guillemets, de former des gens qui, à la fin de la formation, vont alimenter des voisins, mais qui peuvent être des concurrents. Tu peux nous éclairer un petit peu sur cet item-là ? Moi, je vais le prendre déjà sur deux thématiques. Déjà une plutôt externe et vraiment sociétale. Je pense que, on le sait tous, en tout cas dans le monde de l'industrie, et bien malheureusement dans plein d'autres secteurs aujourd'hui, on a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Et l'industrie, en plus de ça, jouit encore, est-ce que je peux enfin utiliser le passé ou le présent encore, je ne sais pas, d'une très très mauvaise image. Quand tu allais bosser dans l'industrie, c'est que tu avais souvent loupé ta vie, puis tu allais travailler dans un domaine sale, voilà, où on brûle des pneus. Voilà, ça, c'était un peu l'image malheureusement qu'on avait de l'industrie. Donc forcément, quand c'est véhiculé soit par des institutions ou autres, ou par les parents eux-mêmes, avec des stéréotypes vieux comme le monde, c'était compliqué. Donc nous, on s'est dit aussi, je pense que l'entreprise, et tu l'as dit dans l'introduction d'Andrés a une vraie présence sur le territoire et croit au territoire plutôt des trois frontières, hein, puisque sur 6 000 des 15 000 collaborateurs du groupe travaillent sur un rayon de 50 km autour de Huningue. Donc on est quand même une implantation locale très 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 forte. On s'est dit il faut qu'on arrive à développer ce territoire. Donc en fait on a créé notre propre chef, une association qui s'appelle l'EIJ aujourd'hui et qui a comme vocation de former, c'est une association pour les parents, ils ne savent pas quoi faire avec leurs enfants le mercredi après-midi, au lieu peut-être de les emmener au foot ou au basket, ils vont les emmener chez des gens qui ont une passion de savoir qu'est-ce que c'est le métier manuel, qu'est-ce que c'est l'électronique, qu'est-ce que c'est l'informatique, comment ça se crée, comment fonctionne un système. Et tout ça pour se dire, je lance quelque chose, je transmets un feu sacré, et peut-être que ça me servira à terme un jour comme client ou comme futur potentiel collaborateur, mais j'essaie de créer dans cette société l'intérêt et l'engouement pour le goût de l'industrie. Advienne que pourra. Ça, c'est plutôt vers l'externe, c'est quelque chose sur lequel on finance depuis quelques années maintenant. Et de l'autre côté, c'est de se dire aussi, encore une fois, arrêter de se plaindre. Aujourd'hui, oui, on est en manque de techniciens de maintenance. Oui, on est en manque de métiers manuels. Oui. Mais ce qu'on oublie souvent, ou alors, premier réflexe, c'est d'aller voir des gens comme Marc, et j'ai travaillé beaucoup avec lui et de façon très, très, très positive, et d'essayer d'aller chercher des ressources. Mais souvent, on ne se pose pas assez la question, mais si je devais investir dans mon entreprise, qu'est-ce que ça voudrait dire pour des fonctions qui ne sont peut-être pas encore aujourd'hui prêtes à des métiers industriels et qui n'ont même pas conscience? Pourquoi? Parce que je me dis, souvent, les femmes, on dit souvent avec des stéréotypes, se freinent parce qu'elles ne croient pas en leurs compétences. D'autres vont se dire, non, ce n'est pas fait pour moi, etc., parce que je ne connais pas le métier. Et donc, on a créé en fait des journées des métiers, la connaissance des métiers. Et derrière, en fait, ce qu'on a créé, c'est une école de formation interne. Donc aujourd'hui, on touche un peu la reconnaissance vraiment des gens et leur engagement, la reconnaissance de leur engagement. On a par exemple des comptables, on sait que peut-être dans 5-10 ans, la digitalisation va venir et va enlever une partie de leurs tâches, mais on sait que demain, on aura besoin de techniciens, de technico-commerciaux, et donc on les forme en interne pour un développement au sein même de l'entreprise et changer carrément de métier pour pouvoir aussi après les fidéliser et les reconnaître. Sans avoir de clause de dédié formation, je te forme et advienne que pourra, mais je te fais confiance et je sais qu'on trouvera une relation. C'est parmi des exemples qu'on a mis en place. Ça marche. Merci. Marc ou Julien? Ouais. Donc, Marc, toi, les échanges qu'on avait, tu parlais tout à l'heure de complémentarité et finalement de toucher tous les publics. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, je ne me sens pas concerné encore, du moins, mais tu évoquais le fait que finalement, tu avais eu l'opportunité où tu avais diagnostiqué le fait qu'on avait un public qui était plutôt senior, bourré de compétences. Et puis en face, des entreprises qui n'avaient pas forcément l'envie ou la capacité à se dire je m'engage avec ce genre de personnes-là pour sans doute plein de raisons. J'ai failli dire mauvaise, mais j'ai failli dire mauvaise, tu as raison. Et toi, du coup, tu t'es mis un peu en passeur et un peu finalement en catalyseur là-dessus pour finalement faire se rencontrer sur un mode de fonctionnement un peu particulier. Tu peux nous en glisser un petit mot aussi avec la partie management de transition? Oui, avec plaisir. Alors, je vous ai amené une pub que vous avez dû voir. Là, c'est dans l'Alsace, mais vous la trouvez dans les Échos.
C'est un monsieur, c'est l'APEC, hein, et vous avez un monsieur avec des cheveux gris, où il est marqué périmé sur le marché du travail à partir du 2/11/2023. Et ensuite, cette étiquette vous choque, et on dit en France, les seniors, je fais vite fait, les cadres seniors sont 2 fois plus nombreux à être touchés par le chômage de longue durée. Pourtant, leur expérience et leur expertise sont de véritables atouts pour votre entreprise. Recruteurs, changeons notre regard sur les seniors, échangez avec les consultants de... Alors, je vous ai dit avant qu'un consultant, enfin qu'un dirigeant doit incarner. Moi, depuis toujours, alors on était senior quand moi j'ai démarré le cabinet à 35 ans. À 50 ans, on était senior hein, dans les années 90, puis c'est monté, etc., etc. J'ai une question. Quand vous avez 55 ans aujourd'hui, à votre avis, quel est le nombre de jours que l'on a pour retrouver un job pour un senior qui a 55 ans aujourd'hui? Pardon? Plus de 800 jours. Donc autant vous dire que s'il a 55 ans et qu'il faut 800 jours, vous voyez que il n'en retrouve plus en fait. Donc nous, on s'est posé la question en se disant, finalement, comment on peut, cette ressource disponible, qui est disponible immédiatement, qui a de la compétence, qui a de l'expérience, comment pouvons-nous faire pour la mettre à disposition de nos clients qui, Olivier vient de le dire, on a de plus en plus de difficultés à trouver du monde. On a lancé elle existe l'activité de management de transition, mais elle n'existait pas dans le Grand Est. Et nous, on a lancé cette activité. Alors, on est allé plus loin dans la démarche pour être cohérent. C'est que la personne qui la porte, qui nous a rejoint il y a 2 ans et demi, était un monsieur qui s'appelle Olivier Gros, qui avait 2 ans et demi de recherche d'emploi. Et il avait, quand je lui ai fait le CDI, il avait 61 ans. Enfin, il dirait 60 ans et demi d'ailleurs. Hein, il avait 61 ans. Donc, vous voyez la cohérence et la congruence d'incarner ce que l'on dit et de faire ce que l'on dit en faisant un CDI à quelqu'un qui a 61 ans et demi. Aujourd'hui, cette prestation, elle répond aux besoins des entreprises. Pourquoi? Parce qu'en 8-10 jours, on délègue une compétence qui a de l'expérience, qui est disponible immédiatement et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas forcément plus cher qu'un autre collaborateur sur le marché. Et cette activité à nous, bien évidemment, on l'a lancée, il fallait qu'on ait une activité qui soit quand même rentable. Il y avait une volonté d'avoir un impact sur la société, mais en plus, elle répondait à un besoin du marché et on a une activité qui a vraiment décollé. Donc oui, j'ai la ferme conviction et l'intime conviction que quand on met en avant ces convictions et qu'on peut identifier des opportunités dans les menaces, et on peut aussi performer économiquement et socialement. Finalement, ça rejoint la crise écrite en chinois tout à l'heure, où c'est à la fois un danger et une opportunité. Oui, et je finirai juste. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans notre pays, mais pas que dans notre pays, allez, dans les pays occidentaux, on considère qu'à 55 ans, on ne sait plus rien faire. Mais vous vous rendez compte, le gâchis humain pour une société sur la transmission, tu disais passeurs, oui, ce sont aussi des passeurs dans l'entreprise. Donc, mobilisons-nous pour les jeunes, mais aussi pour les seniors et pour tous ceux qui sont éloignés de l'emploi. Merci. Et puis, Julien, un peu dans la même veine, donc, dans le cadre de Great Place to Work, vous avez développé une méthodologie finalement basée sur 5 axes et 5 grandes thématiques. Comment concrètement, vis-à-vis des entreprises clientes, quels sont le scan de culture finalement, qu'est-ce que vous en retirez un peu dans les grandes masses, même si chaque entreprise est unique et chacun a sa propre perception? Alors, au risque de travestir encore une fois le script, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de nous partager. Dans les questions qu'on pose, nous, aux entreprises pour les diagnostiquer, on leur demande des questions de diversité et inclusion et comment on se sent traité dans l'organisation en fonction de son âge, de son orientation sexuelle, de son genre, de son origine ethnique. La première discrimination aujourd'hui, en France, c'est l'âge. Sur notre étude des 5000 salariés. Donc je pense qu'effectivement, tu as carrément raison. Il faut vraiment qu'on sorte de nos biais. Il est parti. Sorte de nos biais pour arriver à se dire, c'est parce qu'on a les cheveux blancs qu'on est périmé. Nous, notre job chez Great Place to Work, il est assis sur un seul mot. C'est assez simple. C'est de dire que la qualité de l'expérience collaborateur, elle est nourrie ou elle est construite sur
un élément qui est la confiance. En fait, nous, ce qu'on vient diagnostiquer, quand on va dans une boîte et qu'elle nous dit bah, « Venez, moi j'aimerais être audité par Great Place to Work », on interroge les collaborateurs pour cerner le niveau de confiance ressenti. Alors vous me direz « Julien, c'est super ton histoire de confiance, mais en fait, c'est pas tout la confiance. » Et vous aurez raison. Mais nous, le choix qu'on a fait, et qui est un choix qui a une raison, je vous l'expliquerai juste après, c'est de tout mettre autour de cette thématique de la confiance. On pense que l'expérience est de qualité si tu évolues dans un haut niveau de confiance. Et on ne l'a pas fait parce que moi je trouvais ça super, ou parce que ma cousine trouvait ça génial, ou je ne sais pas quoi. On l'a fait parce que, en fait, académiquement, la confiance, ça ressort comme étant le facteur numéro 1 de la qualité de l'expérience collaborateur. Et on le disait, et tu posais une super question, est-ce qu'on la donne? Est-ce qu'on la mérite? Enfin, est-ce qu'on la gagne? Moi, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut la bosser. Que la confiance, ça se décrète pas, ça se construit par des preuves, par le fait de la donner, mais de ne pas la reprendre une seconde après, enfin bref, et par des attitudes. Et donc, bah, il faut bosser cette confiance. Et en fait, l'intérêt de la méthode de Great Place to Work, et je le dis avec d'autant plus de facilité, c'est pas moi qui l'ai faite, donc il a inventé, et l'intérêt et l'intelligence de cette méthode, c'est de donner des actions très concrètes pour se dire, bah voilà, est-ce que finalement notre boîte évolue dans une culture de confiance? L'inconvénient, c'est qu'il y a plein de boîtes canons qui n'ont pas comme valeur, comme modèle de collaboration, un modèle de confiance. Moi, j'ai bossé dans une grande boîte de cosméto quand j'ai commencé, qui s'appelle L'Oréal, qui est une boîte canon, dans laquelle j'ai passé 12 années géniales, où le niveau de confiance, il était très faible. Il a peut-être changé, hein, je suis vieux, donc c'était il y a un paquet d'années. Mais juste pour dire quoi? Ça veut dire que c'est pas, la confiance, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est la façon que nous, chez Great Place to Work, on a de regarder le truc. Et nous, on le fait parce que, académiquement, encore une fois, et puis on a un peu d'expérience, ça nous semble être le facteur prioritaire. Mais je voudrais bien que vous reteniez que ce n'est pas le tout. Enfin, tout n'est pas dans la confiance. Maintenant, c'est effectivement un facteur clé. Merci, merci Julien. Si on continue un peu dans la même thématique, donc ça, la confiance, là, tu parlais plutôt du ressenti des collaborateurs et collaboratrices vis-à-vis de l'entité. Par contre, dans l'autre sens, quand sur le deuxième volet de votre activité, où là vous faites plutôt un scan entre les adéquations justement de cette perception des collaborateurs et puis la pratique managériale au sens large, comment on arrive à s'aligner, ou comment on est à l'inverse plutôt éloigné, et comment on se rapproche ou se rabiboche? En fait, ce qui est complexe, c'est que les attentes de vous tous, les attentes de vos collaborateurs, de vos collaboratrices, elles ont pas mal bougé et elles continuent à bouger vite. On parlait de rapport au boulot il n'y a pas très longtemps. Bah, effectivement, le rapport au travail, il évolue. Est-ce que ça veut dire que les gens n'ont pas envie de bosser? Bah non, ils ont envie de bosser différemment. Moi, pour vous tresser, mais je vais essayer d'être rapide, mais on voit, nous, 4 grandes évolutions sur le rapport des collaborateurs. Le premier élément, c'est je bosse d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux, sur les outils que je veux. Cette tendance à l'individualisation du rapport au travail, elle n'est pas évidente. Je pense que tu m'accorderas de dire que les SIRH, par exemple, ne sont pas structurés pour traiter les cas individuels. Les SIRH, c'est un peu comme l'administration française, c'est tout le monde au garde à vous. C'est pas évident, et pourtant ce rapport d'individualisation, il est hyper important. Bon, là, moi, je vous l'ai dit avec je, un peu de manière provocatrice pour que ça vous frappe, mais fondamentalement, il y a un vrai sujet de flexibilisation, individualisation au rapport au travail. Premier élément de changement. Deuxième élément, le rapport au boss, au management, au manager, homme ou femme, évidemment. Il s'est considérablement transformé. Ce que vos équipes, et ce n'est pas qu'un fait générationnel, ce que les gens attendent, les collaborateurs aujourd'hui, très différent de quand moi j'ai commencé à bosser il y a une vingtaine d'années. Moi j'attendais qu'on me fasse ma to-do, qu'on me dise ce que j'ai à faire, et quand j'ai un problème, j'allais voir mon boss ou ma boss. Aujourd'hui, c'est pas ça.
vos collaborateurs, ils attendent, vous qui êtes manager ou en position de manager, ils attendent que vous construisiez les conditions de leur succès. Ce n'est pas vraiment la même chose. Hein. Ils ne sont pas là pour faire une mission, ils sont là pour que vous construisiez leur succès. Ça demande un sacré changement dans notre façon de bosser et d'envisager le management. Donc, individualisation, modèle de leadership qui se transforme. On a parlé rapidement tout à l'heure d'inclusion, en parlant des seniors. Ce qui est attendu là aussi en termes d'inclusion, de ne laisser personne en dehors de la route, a beaucoup transformé. C'est beaucoup transformé au travers des années. Les comportements qui, à 20 ans dans les boîtes, juste un truc très simple, équité femmes-hommes, les comportements il y a 20 ans dans les boîtes paraisseraient pénalement coupables aujourd'hui. Enfin, des comportements qui étaient mais totalement courants dans toutes les boîtes. Aujourd'hui, ça paraîtrait complètement de dingue. Donc évidemment, la barre, c'est très bien, hein, la barre s'est considérablement évoluée. Donc inclusion. Et puis le dernier élément, on en a parlé tout à l'heure, cette espèce de cette recherche de sens. Et moi, mon message, c'est attention, le sens n'est pas que dans planter des arbres, sauver la planète. Évidemment, il faut qu'on le fasse, mais tout le monde ne va pas monter des boîtes qui plantent des arbres. Donc c'est là où je crois qu'il y a quelque chose à aller chasser du côté du manager pour être un acteur de sens et donner du sens à l'action, à l'activité qui est faite par chacun et chacune. Je suis désolé, j'en remets encore un peu sur le manager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au final, il y a une forme de paradoxe un petit peu qui se dessine et qui est à nouveau résolue par le manager entre, d'un côté, une tension autour d'individualisation, le moi-je, quoi, et de l'autre, du collectif. Et en fait, la boîte, elle se retrouve un peu prisonnière de cette tension, et donc elle doit trouver des actions qui sont à la fois source de collectif ou de sens, et en même temps qui répondent aux besoins individuels. Je vous laisse là-dessus, mais c'est pas simple. Et donc, nous, notre recours, c'est évidemment de travailler, de mesurer ces éléments-là, avec Great Place to Work, avec du Schmoll to Work, avec qui vous voulez, c'est pas grave. C'est pas, je suis très content pour mon business si c'est avec Great Place to Work, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est mesurer régulièrement ce que vos collaborateurs ressentent, vivent, pour le faire évoluer, pour le travailler dessus. Une vraie logique de leadership, finalement, que tu évoques là, comme tu dis, finalement, avec une individualisation à outrance, tout en cherchant un collectif. Donc c'est comment on arrive à se placer judicieusement entre un caractère non étouffant et à l'inverse un caractère plutôt serré qui permet à notre activité et à notre organisation, aussi libérée et aussi large, étendue soit-elle, puisse finalement fonctionner. Ouais, je ne sais pas si c'est une individualisation à outrance. C'est une individualisation. Je pense qu'à un moment, nous tous, on doit se sortir de notre jugement qu'on peut être amené à porter sur le comportement et se dire, bon, attends, c'est un état de fait, quoi. Voilà, c'est comme ça. L'herbe, elle est verte. Bon, ben là, l'individualisation, elle est là. On peut aimer, pas aimer, ok, super. Mais en fait, on ne vous demande pas d'aimer. On vous demande juste de comment tu bosses dessus, quoi. Comment, de cet élément-là, on en tire quelque chose. Et c'est ce qu'a dit, comment il s'appelait? Paul-Marie Pierre-Marie. Pierre-Marie. Guido. J'ai oublié le mot savant, mais chacun est différent. Enfin, il avait un mot qui était hyper savant. Moi, j'ai pas fait normal sup, je suis désolé. J'ai bien essayé pourtant. Mais autant vous dire que fondamentalement, cette différence, cette individualisation du traitement, elle est attendue parce que nous quatre là, on est tous les quatre avec des barbes, tous les 5 avec des barbes, et on n'est pas pareil pourtant. Donc c'est vraiment très important de travailler cette individualisation. Parce que quand on est arrivé sur scène, je me suis dit, c'est quand même cocasse. C'est le gang des barbus. Au-delà des 4 hommes, en plus 4 barbus. On parlait de... On parlait finalement de lien aussi avec le management. Je vais juste revenir vers Mathieu. Il y a un point que tu signalais tout à l'heure. Tu disais qu'il faut manager
dans la com, et puis on prend des décisions avec des salariés qui sont associés à la boîte. Comment on évite d'en faire une espèce de village gaulois, là, où tout le monde a son avis différent du voisin et qu'à la fin, on finit tous en tas les uns sur les autres? Alors, la prise de décision ne se fait pas sur le parking avec des palettes qu'on fait brûler tous les matins. Non, c'est. Alors, Tu as déjà les merguez, toi. En fait, tu pourrais presque avoir les merguez. Oui, on a les saucisses blanches. Non, on est tous salariés associés. Voilà. Alors, il y a un mot, je préfère corriger. C'est pas tous patrons, c'est tous entrepreneurs. Une grande différence. Ça veut dire que tous, dans nos métiers, au sein de la SCOP, on entreprend. Peu importe son poste. Peu importe si ça dépasse, on va dire, sa mission dans l'entreprise. Donc c'est une correction, mais je préfère quand même la faire. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vois que tu souris. C'est pas simple. Pourquoi? Parce que l'information est fluide. Elle remonte dans tous les sens. C'est compliqué, c'est surtout compliqué pour nos managers intermédiaires où ils managent des salariés associés qui remontent l'information potentiellement directement à mon niveau ou à d'autres personnes, ce qui fait que ça va à une vitesse, c'est le TGV de la communication. Donc c'est pas évident pour nos managers de se positionner quand un salarié dit moi j'ai une idée, non, on devrait faire autrement. C'est pas simple. Au même titre que, à contrario, c'est pas simple non plus pour les syndicats, puisque les salariés associés, ils s'expriment. Voilà. Et la grande différence, alors j'utilise souvent l'exemple, c'est comme un village à la campagne, on est 125, vous imaginez, donc parfois il y a la petite mamie derrière le rideau qui voit tout, les voitures passer, c'est un peu ça. Donc ils sont au courant de tout, ils voient tout, et ce qu'ils attendent, étant donné qu'ils remontent l'information, c'est des actes. En tout cas, vis-à-vis de moi, finalement, c'est moi qui ai la pression de dire, maintenant que tu as l'information, à toi d'impulser. Alors, c'est gérable, c'est sympathique, on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms, il n'y a pas de... Mais du coup, on chamboule l'équilibre dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le schéma où vous dites, non, c'est moi le chef a raison. Non, du coup, c'est quand même vivant. C'est vraiment vivant, c'est vraiment intéressant. Il y a eu débat d'idées. Et après, tout le monde, comment dire, c'est ça qui est intéressant dans la SCOP. Et après, moi, je parle de notre SCOP. Toutes les SCOP sont différentes, puisqu'on parle des femmes et des hommes qui constituent la SCOP. Ça peut être différent d'une SCOP à une autre. Mais c'est ça qui est intéressant. Je vais parler de transparence. Alors, on a parlé de confiance. Moi, en tant que PDG de la SCOP, je donne spontanément la confiance. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, il n'a pas besoin de la mériter. Il n'a pas besoin de la mériter. Spontanément, il a ma confiance. Et on a, pour donner un peu la variété des profils, autant on recrute sur un critère 1 qui est le savoir-être. Voilà. Alors c'est sûr que quand on a un technicien de maintenance l'aspect technique est quand même important, mais il y a le savoir-être. Ça veut dire que dans la SCOP, il y a cette approche collaborative et on est très vigilant justement pour recruter des personnes qui puissent rentrer dans la SCOP. Ça veut dire qu'on a vraiment envie de rentrer dans une aventure collective. Et c'est vrai qu'on a deux types de... Alors j'élargis un peu, mais deux types de profils. Par exemple, sur le site de production, on peut avoir une perte du savoir-faire de par les départs en retraite, avec en plus un environnement physique. On permet à des jeunes, parfois de 20-25 ans, qu'on fait soit pas d'études, soit de la menuiserie ou autre, ou peu importe, de venir travailler chez nous et qu'on les forme dans la durée. Voilà, et qui viennent, eux, avec une approche, alors c'est vraiment atypique, ils viennent chez nous parce qu'on est une SCOP, on serait une PME lambda, ils ne viendraient pas chez nous, et ils viennent avec une approche où, alors un peu comme ça se faisait il y a 40 ans, pour donner du sens et se projeter dans l'avenir. Donc c'est vraiment, alors on a tous les cas, mais c'est intéressant, ça veut dire se dire, moi je me projette pour au moins les 10-15 ans,
10, 15 ans à venir, parce que chez vous, j'ai de la valeur, je suis formé, voilà, j'ai une compétence, je suis reconnu pour ma compétence. Et en parallèle, on a recruté un responsable export qui avait 58 ans. Voilà. Parce qu'on considère que je sais pas, maintenant je dis, je fais gaffe à dire senior, hein, mais à 58 ans, voilà, on a un parcours de vie, on a une compétence qui est quand même incroyable et qui peut permettre à une entreprise de gagner du temps, de gagner en compétences, à faire grandir la structure. Donc voilà, il y a aussi, quand on parle de scope, on parle de confiance réciproque, on parle de responsabilité. Et on parle aussi d'ouverture, donc vraiment dans une démarche ouverte sur le monde, ouverte au changement. Et c'est notre rôle d'être exemplaire sur les différents sujets. Donc voilà, je suis là, donc je ne suis pas non plus martyrisé sur le management de la SCOP. Hein, mais par contre, c'est prenant. C'est vrai que c'est très prenant. Voilà. Mais c'est challengeant, ça donne du sens. Il faut être passionné. Alors, juste pour conclure rapidement, parce que le temps file, et puis j'aimerais qu'on laisse aussi l'opportunité des questions aux gens qui nous écoutent. Olivier, peut-être rapidement, j'avais retenu aussi quand on échangeait que tu disais finalement que la ligne directrice d'André Sauser, c'était finalement l'évolution sans la révolution. Quand on vit des crises comme ça, diverses et variées, à fréquence très rapide, à intensité supravariable, et dans des secteurs qui sont tous les uns à la suite des autres. On parlait de variations de prix avec de matières premières, d'énergie, de crise sanitaire, etc. Comment derrière on raccroche des wagons en disant il faut y aller, mais pas trop vite, mais quand même suffisamment vite, et puis très très vite, et comment on embarque tout le monde? C'est sûr que c'est compliqué qu'avec tout ce qu'on a subi comme changements qui peuvent être assez radicaux. Je veux dire, moi, c'est la première fois que j'ai vécu une pandémie. J'espère que c'est. On est quelques-uns comme ça. Voilà. Donc c'est quelque chose effectivement qui arrive et qui peut être brusque. Mais je pense que je vais vous donner un exemple. Donc André Sauser, encore une fois, c'est une société familiale détenue à 100% par la famille Andrés depuis des années, qui va le rester. Ils ont une charte familiale qui nous montre et que ça aussi pour nous rassurer, pour dire que le toit de la maison est là. Et la première responsabilité de Monsieur Andrés, il dit toujours, c'est j'ai 16 000 collaborateurs et leurs familles à nourrir. C'est ma première responsabilité en tant que dirigeant. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui découle derrière, après, dans toute l'organisation. Et quand tu mets un toit, quand tu mets de la sécurité, tu te projettes aussi plus facilement sur le long terme. T'as pas tout ce qui est bourse et autres, et actionnaires qui veulent toujours plus, ça n'existe pas chez nous. La famille fait partie intégrante de la société, dans un triptyque qui est actionnaire, salarié et client. Et ça, c'est fondamental. Mais la famille, là, pour l'instant, est en train de travailler. Comment sera le monde dans 2050 ? Et comment sera le monde dans 2050 ? On met des actions petit à petit, on évolue petit à petit vers là. C'est des partis pris, c'est des paris qui seront là. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, quand il y a des turbulences, toujours communiquer sur un cap. Ça, c'est fondamental pour nous. Le cap est le bon, on y croit, on a une stratégie sur plusieurs années. Et comment, après, derrière, au quotidien, on le fait évoluer et pas révolutionner, parce que sinon, à un moment donné, les gens s'y perdent. Quand vous faites des virages à 180 degrés, il n'y a plus de cohérence. Et je le répète encore une fois, on parle de confiance. C'est un mot qui est fondamental pour nous aussi. Nous aussi, chez Andrés, on dit toujours, elle n'est pas acquise, on la donne. Mais il y a aussi une notion de cohérence, je pense, dans ta communication, dans tes actions, dans ton exemplarité, qui est pour moi tout aussi important que la confiance. Et c'est ce qui amène après derrière ça. Super, merci. Peut-être très rapidement, Marc, si tu veux aussi ajouter un dernier petit point sur cette thématique un peu de leadership et puis de comment finalement on emmène tout le monde. Tu parlais des seniors tout à l'heure. Je sais aussi que tu es très actif sur l'autre versant, ou les non-seniors, je vais le dire comme ça. Oui, alors moi j'ai une autre intime conviction, c'est qu'on doit agir pour son territoire. Enfin, moi j'ai pu faire ce que j'ai pu faire sans avoir fait d'études, grâce à mon pays, c'est grâce à mon pays, grâce à toute la mobilisation des anciens. Et à un moment, je pense que le passeur, c'est aussi de transmettre. Et transmettre, nous faisons quoi ? Parce que j'ai la chance d'avoir Xavier Noël qui est avec moi là-haut, qui intervient aussi dans l'insertion par l'e-sport. Nous intervenons beaucoup et accompagnons des jeunes, parce que là, on n'est plus sur le champ des seniors, mais des jeunes et des jeunes migrants, donc qui arrivent, qui ont parfois des destins tragiques, en traversant la Méditerranée, en ayant vu leurs parents mourir, et qui arrivent dans un pays et qui n'ont pas les codes.
Alors, c'est vrai avec les migrants, mais c'est aussi vrai avec les jeunes qui sont dans la rue Aristide-Briand, hein. Je ne sais pas combien d'entre nous vont régulièrement à Aristide-Briand, mais je pense quand même pas grand monde. Et pourtant, vous avez un terreau formidable de talents et de pépites dans ces quartiers-là et qui vont dans une assoce qui s'appelle Élan Sportif. Alors, l'Élan Sportif, qu'est-ce qu'on y fait? On fait de l'insertion par le sport. C'est-à-dire qu'on prend le sport comme un vecteur de sociabilisation où on va y mettre des codes, les codes que sont le respect, que sont la relation à l'autre, la communication. Et on accompagne tous ces jeunes dans le repositionnement professionnel, mais en utilisant le sport comme vecteur et d'insertion et de sociabilisation. Voilà. Et Xavier Noël le fait dans l'e-sport avec ces mêmes jeunes-là. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à peu près, enfin, déjà au bout du temps. Donc, je vous propose qu'on passe la parole aux questions de la salle. Je vais faire le porteur. Que vous avez des questions? Ah, yes. Bonjour, vous m'entendez? Bruno Aquillon, 53 ans aujourd'hui. Merci. Je suis designer industriel. Donc le design industriel n'est pas que de faire un joli dessin, c'est beaucoup de choses qui sont cachées derrière. J'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin sur les entreprises, les collaborateurs. Et j'ai retenu quelques mots aussi, par exemple, comme comprendre, apprendre, imaginer, créer, agir et offrir. Offrir, c'est un mot qui n'a pas été prononcé et c'est un mot qui ne concerne pas forcément les employés d'une entreprise. Donc depuis ce matin, j'entends beaucoup les entreprises un peu auto-centrées sur des problématiques internes. J'entends aussi dire, par exemple, qu'on a des choses qui sont très intéressantes comme la recherche de sens des employés. Pourquoi on le fait? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on a ça qui est imposé? Je fais une analogie avec le design. C'est un designer star, comme Philippe Stark ou d'autres, sont des gens qui travaillent pour eux. Ils ne travaillent pas pour l'entreprise qui les a engagés temporairement. Ils font une image. Un designer intégré, c'est quelqu'un qui va travailler sur la valeur de l'entreprise et sur l'histoire de l'entreprise, sur la pérennité et sur son identité. Pour en revenir à ça derrière, sur la compréhension et sur la motivation aussi des salariés, est quelque chose qui me tient très à cœur quand j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises, c'est le client. Et beaucoup d'entreprises ne vont pas réellement chercher ce que veut le client, ce qu'il entend. Pourquoi je vais acheter tel produit? Pourquoi j'irai chez telle entreprise pour acheter tel produit? Et pourtant, c'est le client qui fait vivre l'entreprise. Et on le fait passer derrière tout le monde. Alors oui, en effet, dans l'entreprise, il y a d'énormes problèmes en termes de gestion, de management, dû au Covid, dû à la crise, etc. Il y a énormément de choses à faire. Mais je pense qu'il y a des outils pour comprendre le client que les entreprises n'utilisent plus beaucoup. J'entendais aussi ce matin dire nous ne connaissons pas l'évolution, nous ne savons pas où il faut apprendre. Et en fait, il y a des outils qui sont super simples, qui s'appellent sociologie et anthropologie. Et il y a plein de gens au CNRS qui sont capables de vous décrypter exactement, dans un domaine donné, quelle a été l'histoire du sujet, de la thématique que l'entreprise aborde il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, et comment ça va évoluer. Un exemple simple, c'est à un moment donné, on parlait de gens qui bougeaient. Le nomadisme, ça a été une donnée qui a été faite dans les années 90. Et c'est quand on a compris à partir de là que les gens n'allaient pas travailler au même endroit pendant toute leur vie. Et cette tendance est venue et on a créé des objets. Donc l'idée, ma question finale, c'est de se dire, est-ce que on pense, on pourrait intégrer ces fameux outils que sont la sociologie et l'anthropologie pour éclairer les entreprises, pour donner du sens aussi aux employés qui y travaillent et pour comprendre en fait comment leur action va interagir sur quelqu'un et comment elle va lui apporter quelque chose de positif. Et l'idée aussi n'est pas que de répondre à une RSE ou à planter des arbres parce qu'il y a un climat qui va mal, mais parce que aussi les gens vont évoluer.
et l'atelier aussi ce matin, quand on parlait de votre travail, je pense qu'il y a énormément de recherches aussi à faire sur quelles peuvent être les évolutions des gens, leurs attentes, les lieux où on peut se procurer en fait ce que vous proposez, comment on peut se le procurer, qui pourrait aussi bien répondre aux attentes de clients, qui pourrait aller encore plus vers vous, et aussi aux attentes des RSE, de l'écologie, etc. Donc, comment on pourrait réapporter, réinjecter ces outils de sociologie, anthropologie dans les entreprises pour les éclairer sur quel chemin suivre par rapport à leur clientèle. Moi, juste, je pense que vous avez absolument raison. Sociologie, anthropologie, neurosciences. Enfin, à partir du moment où on accepte que l'entreprise est une communauté humaine, toutes les données humanistes, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, sont absolument vitales. J'étais pas là ce matin, donc je peux pas vous dire ce qui s'est passé ce matin. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi j'ai la perception que le travail et les liens entre les organisations et les sachants universitaires, etc., n'ont jamais été aussi forts. En tous les cas, on a en France un truc qui s'appelle les contrats CIRF, qui sont un schéma hallucinant à utiliser. Moi, j'ai un docteur, on est 40, j'ai un doctorant depuis 4 ans dans ma boîte, ça m'a coûté 0 la tête à Toto. 0 pour avoir un type qui est docteur. Enfin, on est un peu aidé, quoi. Oui, alors là, on peut l'avoir sous l'angle de la recherche par un doctorant. Nous, on se l'applique par la mixité sociale, la mixité dans les quartiers. La semaine dernière, il y a 10 jours, on a fait intervenir le hasard voulait que ce monsieur s'appelle Malek Boukerchi, il est de Brosselette, incroyable. Hein, et Malek va amener de la sociologie, de l'anthropologie au travers des marathons de l'extrême. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on vient, on a joué l'un contre l'autre au foot, mais on n'était pas du même quartier. Et donc, c'est par des apports extérieurs aussi. Je parle, moi, chez Proévolution. Et on a cette ferme conviction, évidemment. Donc, on est dans les ressources humaines, dans les relations humaines. Donc, l'anthropologie et la sociologie, elle est juste native chez nous, mais on ne la conceptualise peut-être pas comme on le devrait, si ce n'est parfois par des intervenants externes comme Malek.